Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie de nous rejoindre ce midi. Aujourd'hui, on est avec Rebecca Svedge, qui est coach professionnel partenaire Chance. Et on a Eric Tangenière, qui est également avec nous, qui est le directeur général de Ticket for Change. Donc, ce midi, on vous propose de parler ensemble, que ce live soit le plus interactif possible sur finalement quête de sens ou quête d'impact, pourquoi je me lève le matin. Donc, en attendant, en commençant, on vous propose cette petite vidéo de Cyril Dion que je vais lancer, le temps que tout le monde se connecte. Et puis, au fur et à mesure du live, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat, sur l'onglet questions. Et nous, on sera ravis d'y répondre parce que le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. Alors, je vais lancer de suite la vidéo de Cyril. Alors de quoi on peut rêver là? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous... Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont chez eux, qui depuis un an, voilà, on est dans cette situation un peu pandémie qui est difficile sur le plan social, sur le plan psychique, sur plein de plans, avec cette question de la crise écologique. C'est quoi qui vous fait rêver? Moi, ce qui me fait vachement rêver en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de finir donc ce film qui s'appelle Animal. Et en fait, on a emmené Bella et Vipulan, donc en 16 ans, à la découverte du monde vivant. Ils ont découvert des trucs, ils se sont rendus compte qu'ils savaient rien de rien, nous non plus d'ailleurs. On s'est rendu compte par exemple que si les fourmis disparaissaient, en fait toutes les autres formes de vie disparaissaient aussi. On s'est rendu compte que mettre des ruches partout pour sauver les abeilles, ça ne servait à rien, c'était comme mettre des poulaillers pour sauver les oiseaux. On s'est rendu compte que les éléphants transformaient les paysages. On s'est rendu compte que les loups et les grands prédateurs, en fait, s'ils disparaissaient, c'était tout un écosystème qui s'effondrait. Et on s'est rendu compte à quel point le vivant était magique. Et que, d'une certaine manière, ce qui peut nous donner envie de construire un monde différent, c'est de nous rendre compte qu'on est un animal parmi les animaux, et on est un vivant parmi les vivants. Et que si on réfléchit le monde comme ça nous oblige à tout changer. Ça nécessite un peu d'humilité. Ouais, un peu d'humilité, mais ça nous oblige aussi à comprendre plein de choses passionnantes qu'on n'a jamais compris, à chercher comment on cohabite avec ces autres formes de vie, donc comment on réinvente notre économie, notre façon de faire de la politique, les maisons dans lesquelles on habite, la façon dont on fait de l'urbanisme. Et ça, c'est excitant, c'est emballant. C'est pas juste de la privation comme les conservateurs disent dès qu'ils parlent d'écologie, en disant ah oui, vous allez vivre dans une grotte avec plus de PQ et bouffer des patates pourries, quoi. C'est pas ça qu'on veut en fait. On veut donner du sens à notre vie. On veut que cette vie soit extraordinairement excitante à chaque fois qu'on se lève le matin et que tout ce qu'on construit ait du sens, serve à quelque chose et nous projette dans un monde dans lequel on a envie d'habiter. Moi, des fois, quand je regarde ce monde, je vois ces grandes surfaces commerciales avec des hangars partout. Je ne dis pas que c'est le monde que j'aurais vraiment choisi si on m'avait permis de le dessiner. Donc, le fait qu'on puisse reprendre le crayon, c'est quand même une perspective assez sympa. Camélia, alors de quoi on peut rêver là? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous... Alors, pas mal cette vidéo d'introduction. Donc, je me rappelle quand on a préparé ce live, Eric et Rebecca, finalement, la première question qu'on se posait et qu'on a aussi envie de vous poser pour que vous puissiez nous répondre, c'est quelle différence on peut faire entre la quête de sens et la quête d'impact. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le chat pour nous dire, selon vous, quelle est cette différence finalement quand on parle de quête de sens ou quête d'impact. Je vois que Julie et Sabine sont en train de taper et de nous répondre. Et puis après, Eric et Rebecca pourront rebondir et nous donner, eux, leur vision des choses et comment ils travaillent justement cette recherche de sens et d'impact. Alors, donc pour Matt, le sens est pour moi et l'impact pour les autres. Ok. Julie nous dit que le sens est très personnel et que l'impact est mesurable par des instances extérieures. Hyper intéressant. Le sens peut être individuel sans impact collectif, en effet, Tiffany. Est-ce que, voilà, Rebecca, Eric, qu'est-ce que ça vous inspire, ces réponses, et qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tout ça? Rebecca, si tu veux prendre. Allez, j'y vais en premier.
Bon, déjà, coucou à tous et à toutes, ça me fait trop plaisir d'être là. C'est une belle question, quête de sens, quête d'impact. Alors, à titre personnel, moi, je fais pas trop la différence entre quête de sens et quête d'impact parce que ce qui fait sens pour moi, c'est aussi d'avoir de l'impact. Après, j'essaye de faire attention justement à pas être que dévouée aux autres et à me sacrifier moi-même et donc de trouver cet équilibre, pardon, entre des activités avec lesquelles je me sente alignée, dans lesquelles je puisse m'épanouir. Et donc là, on est plus dans peut-être la quête de sens introspective, intrinsèque, personnelle. Et puis la quête d'impact, comment est-ce que je peux être utile aux autres et à la planète. J'aimais bien cette citation je crois, Shakespeare, qui disait que le sens de la vie, c'est de trouver ses talents. Et le but de la vie, c'est de les partager. Et je trouve ça vraiment très, très riche, en fait, parce que ça fait vraiment ce lien très fort entre comment donner, comment avoir de l'impact peut donner du sens à sa vie et comment donner du sens à sa vie en travaillant son épanouissement peut aussi avoir un impact sur les autres quand on travaille sur soi. Moi, je suis vraiment convaincue depuis quelques temps, heureusement pour moi, que prendre soin de moi m'aide à mieux prendre soin des autres. Alors qu'avant, j'étais beaucoup dans une dimension sacrificielle, finalement, où je me dévouais beaucoup aux autres, où j'ai frôlé le burn-out, où j'étais vraiment hyper active, slasheuse, mais trop. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'essaye d'équilibrer finalement ces quêtes d'épanouissement et ces quêtes d'impact. Et ça me parle beaucoup. Et si je devais citer une autre citation que j'aime vraiment beaucoup d'Aristote, je crois, qui dit que là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là est votre vocation. Et moi, c'est vraiment une phrase qui résume très très bien ma conception en fait. Pour moi, on est là pour ça. On est là pour juste mieux découvrir qui on est, pour pouvoir jouer notre rôle et pouvoir contribuer à un monde qui soit plus juste, plus joyeux, plus souhaitable, plus durable. Voilà, et ça donne du sens, je trouve. Est-ce que ça fait pas une parfaite transition pour toi, Eric, quand Rebecca évoque les talents? Alors, c'est une parfaite transition, ouais, je te remercie, Juliette. Du coup, effectivement, les talents, c'est vraiment Talent for Change, donc le talent est au cœur de notre ADN. Mais avant peut-être d'inciter là-dessus, j'avais envie de revenir sur la définition justement du sens que je me suis reposé là, suite à notre discussion pour préparer ce live sur finalement le sens c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que finalement, c'est un mot qui est assez qui a plusieurs significations en fait. Je me dis, le sens, on dit, c'est quelque chose qui est lié à la signification. Donc, ce qui fait sens déjà pour moi. Effectivement, c'est très individuel, ça. Ensuite, le sens, c'est aussi la direction. C'est-à-dire c'est d'avoir un projet, d'avoir un futur, en tout cas. Donc, et ça peut effectivement toujours être individuel. Là, il n'y a pas forcément de notion collective. Et après, le sens, il y a aussi une autre dimension, c'est ce qu'on associe aux 5 sens, c'est aussi la façon dont on ressent, dont on perçoit, dont on touche les choses. Et je trouve que ça fait partie aussi du sens, c'est-à-dire le fait que j'associe à ça le côté un peu les 5 sens, le côté complet de l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas juste un cerveau, on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un cœur non plus. Et ça a aussi du sens, en fait, d'être complet à la fois avec cette pédagogie ou c'est tête, cœur, corps dont on parle souvent. Donc moi, je dirais, c'est le sens au travail, il y a ces 3 significations. Ce qui fait sens pour moi, ce qui me donne une direction et le fait que je puisse être aussi pleinement moi-même au travail, en fait. Et à titre personnel, c'est vraiment ce que j'ai fait. Moi, là, j'étais ingénieur au départ, ingénieur agro. J'ai fait une première reconversion dans le monde de l'édition pour travailler pour être éditeur. Et en fait, c'était exactement ça que j'avais en tête. Ce qui faisait sens pour moi, ça faisait sens pour moi, l'édition. C'était la direction dans laquelle je voulais aller. J'imaginais mon avenir, en tout cas là-dedans. Et c'est un monde dans lequel je me sentais que je pouvais être pleinement moi-même et pas juste une partie de moi-même au travail. Et du coup, je me dis, en fait, c'est vrai que l'impact, je crois que c'est Tiffen là, qui l'a mis dans le chat, que finalement, le sens, si le sens est très individuel, il n'est pas forcément collectif. Je suis assez d'accord avec ça. Je dirais l'impact, c'est ce qui va rajouter une dimension collective à tout ça, où finalement, on cherche à faire avancer la société dans ce qu'on va estimer être la bonne direction. En fait. On veut avoir un impact sur les autres. Et quand je dis la société, après on pourra en reparler plus tard, mais la société, ça peut être vu effectivement aussi dans un sens assez large, c'est-à-dire qu'il y a dans un sens micro ou macro en fait. Et du coup, pour prendre juste l'exemple de Ticket là-dessus, effectivement sur les talents, et là je reprends effectivement ta question, c'est nous, chez Ticket, dans notre vision, on associe beaucoup les talents
à l'impact, en fait. Donc, ce qui fait sens, en fait, finalement, dans le projet Ticket, c'est d'activer ces talents pour les mettre au service de l'impact. En fait. Et c'est vrai que notre accompagnement, notre pédagogie est lié effectivement est lié à ça. Sur le fait, donc là, ça rejoint effectivement ce que tu disais, Rebecca, et ça rejoint un peu ce que je disais sur le sens. Effectivement, quand on exprime ses talents, on est aussi pleinement soi-même. On est forcément on est en train de faire quelque chose qui nous plaît, qu'on aime faire, donc forcément ça fait sens pour nous. Souvent, ce qui fait pas sens, c'est faire quelque chose qui nous plaît pas ou qui peut être intéressant intellectuellement au travail, mais en fait qui n'anime pas une partie de nous-mêmes très personnelle. Donc là, on n'est pas aligné dans ces cas-là. Et bah, activer ses talents, c'est aussi avoir une direction, quoi. C'est aussi de se dire, je me projette aussi dans un avenir. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, chez Ticket, c'est ça. Et je trouve que du coup, en fait, j'aurais tendance à dire qu'en fait, je fais une distinction entre les deux, mais je dirais que la quête de sens, j'ai l'impression, en fait, précède la quête d'impact. Parce qu'on commence, en fait, d'abord par poser ce qui fait sens, et parce que c'est parce qu'on veut donner du sens que finalement, on veut avoir de l'impact. Parce que ce qui fait sens, en fait, c'est de croire qu'on peut améliorer les choses. Croire peut-être qu'un meilleur monde est possible. Et c'est ça, et c'est ce sens-là en fait qu'on veut approfondir en fait. Et j'aimais bien aussi, si je peux me permettre de citer justement le Ludovic de Gromard, donc le CEO et cofondateur de Change là, qui a partagé un post sur LinkedIn sur non, le sens au travail n'est pas un problème de riches. J'ai vraiment beaucoup aimé ce post parce qu'effectivement, je pense que cette question de sens, en fait, elle est liée à des besoins humains qu'on partage tous en fait. On a tous besoin de faire sens de nos vies, de nous projeter dans l'avenir, et nous avons tous besoin d'être nous-mêmes, et quelle que soit notre condition, classe sociale et autres. Merci beaucoup, Eric, pour cette belle intervention. Et c'est vrai que ce post a suscité beaucoup de réactions, en effet, que cette quête de sens n'est pas réservée à une élite. Tu nous as pas mal parlé justement de Ticket for Change, comment vous travaillez cette quête de sens et après la quête d'impact. Est-ce que toi, Rebecca, tu as quelques petites méthodes, conseils aussi à nous donner sur visiblement comment on travaille chez Chance cette quête de sens, et puis toi en tant que coach professionnel, comment tu travailles ça avec les personnes que tu peux accompagner? Ça marche. La première chose que j'aimerais mettre en avant quand on est dans cette quête de sens, cette quête de soi aussi, j'ai envie de l'appeler cette quête d'impact, c'est de toujours partir de soi. Je trouve ça très très important parce qu'on l'a dit précédemment, ce qui fait sens pour moi ne fait pas forcément sens pour Eric, etc. Donc c'est très très important dans cette quête de sens de parfois ne pas écouter les conseils des autres, et je préfère commencer par ça parce qu'on va probablement vous donner des conseils et que c'est très utile. Et donc l'idée c'est de pouvoir garder ce qui résonne pour vous et laisser de côté ce qui vous parle pas. C'est très très important de partir de soi, d'aller regarder qu'est-ce qui vous motive. On parlait des talents tout à l'heure avec Eric. Effectivement, on a tous des talents et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Si vous en doutez, croyez bien que vous en avez. Et il y a effectivement cette notion de talent, savoir qu'est-ce que chacun peut apporter, ce à quoi on peut contribuer, mais c'est pas tout, parce que si on utilise nos talents dans un environnement qui n'est pas adapté, on va pas se sentir pleinement accompli. Donc, c'est aussi très important de pouvoir regarder aussi l'environnement d'épanouissement. Et puis, également, notre relation au travail, quelles croyances on peut avoir sur est-ce qu'on a besoin de travailler dur pour être heureux? Est-ce que si on fait quelque chose d'utile, on doit être moins rémunéré? Bon, des choses comme ça qui peuvent venir un peu venir limiter notre progression, le développement de notre potentiel, etc. Donc, avec Chance et le coaching professionnel, il vise vraiment à pouvoir vraiment développer tout le potentiel, donc tout ce qui est talent, faciliter l'alignement avec les valeurs, avec les aspirations personnelles, avec l'environnement d'épanouissement, avec beaucoup de ces éléments-là. Et on vise aussi à pouvoir atténuer tout ce qui vous retient en arrière, tout ce qui est de l'ordre des freins, des croyances limitantes, des peurs, parce que c'est aussi des choses qui peuvent parfois nous faire prendre des directions ou nous empêcher de passer à l'action. Et donc, le but, c'est de pouvoir vraiment partir de soi, de ses forces, et puis de pouvoir aussi comprendre ses peurs et comprendre ses croyances pour pouvoir laisser de côté ce qui a besoin d'être laissé de côté et avancer, aller de l'avant dans la direction qui sera la meilleure pour vous et donc la meilleure pour le monde, selon moi.
Merci Rebecca. Et on a une première question donc, de Caroline. C'est vrai qu'on parle beaucoup de talent. Et du coup, elle nous pose la question justement, comment faire le point sur ses propres talents? Alors, je veux bien effectivement dire un mot là-dessus parce que du coup, on utilise une méthodologie chez Ticket for Change déjà qui permet de comprendre ce que c'est que le talent. Parce qu'effectivement, le talent, comme tu as dit Rebecca, souvent on pense que le talent c'est quelque chose d'inné, voilà, le talent artistique, voilà, Mozart c'est un talent, mais donc du coup on a l'impression qu'il y a des personnes qui en ont, des personnes qui n'en ont pas. Et alors qu'effectivement, si le talent, si on dit que le talent, c'est comme ça qu'on le conçoit effectivement chez Ticket for Change, c'est le croisement en fait entre ce qu'on aime vraiment faire et ce pourquoi on est bon en fait. Parce que forcément, quand on fait quelque chose qu'on aime, pour lequel on est bon, là, l'énergie, forcément, il y a un truc magique, on va dire, qui se crée. On est forcément dans une énergie, dans un enthousiasme décuplé. Donc, on est encore meilleur. Alors qu'on peut être très bon à quelque chose. Par exemple, je peux être très bon pour faire je sais pas, voilà, pour faire du contrôle de gestion ou voilà, aller sur Excel et bidouiller des chiffres. Mais j'aime pas forcément ça. Donc, forcément, au bout d'un moment, je vais me fatiguer, je vais dépenser plus d'énergie que je vais en récupérer. Donc, on définit, nous, cette zone de talent comme ça, sur l'endroit où, en fait, l'intersection entre ce qu'on aime faire et ce à quoi on est bon. Et cette zone-là, en fait, c'est souvent, en fait, c'est la zone sur laquelle nous, on conseille on va dire, d'investir le plus. Souvent, dans la pédagogie, on va dire, française, on dit souvent, bon, il faut, par exemple, quand on regarde nos moyennes, on va dire aux élèves qui ont 12 de moyenne en espagnol, de dire, il faut que tu remontes ta moyenne en espagnol. Ok. Dans une autre pédagogie, et parfois les pédagogies anglo-saxonnes, sont plutôt se dire à un moment donné, bon, on n'est pas tous bons partout. À un moment donné, bon, ok, tu as peut-être 12 en espagnol, mais en fait, tu as peut-être 19 en maths. Il faut peut-être au contraire que tu mettes ton énergie dans ta zone de talent. Donc l'idée, c'est de mettre un peu les bûches. L'idée, c'est de mettre les bûches à l'endroit où, en fait, elles pourront produire le plus de flammes, le plus d'énergie. Donc c'est à la fois ça. Ce qu'on propose, c'est en tout cas chez Ticket, c'est de se dire voilà, on fait le point sur ce qu'on aime faire, ce à quoi on est bon, et se dire en fait, le projet, c'est peut-être de mettre plus d'énergie sur cette zone de talent. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. J'adore la question des talents que j'ai beaucoup exploré, notamment quand j'avais le plaisir de travailler avec Ticket for Change il y a 5 ans déjà, et que j'ai exploré après avec l'Académie des talents, avec d'autres formations et tout, et puis pour trouver les miens aussi accessoirement. Et j'aime beaucoup effectivement de pouvoir s'orienter sur ces talents avec ces 3 clés. En tout cas, moi, j'en rajoutais une, et ça fait lien un peu avec cette quête de sens, quête d'impact. C'est ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, et aussi ce pourquoi je suis reconnue par les autres, pour aussi sur ce pilier utile, et ce qui me renvoie à ton analyse beaucoup à cet outil qu'on aime beaucoup tous les 3, qui est l'ikigai. On en avait parlé ensemble. L'ikigai qui rajoute encore une composante. Donc on a ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, ce pourquoi je peux être utile aux autres ou à la planète, et ce pourquoi je peux être rémunérée. Et du coup, on a comme ça tout un panel, un référentiel en fait, qui peut nous aider à réfléchir sur nous. Et ce que je trouve intéressant dans cet outil aussi, c'est que en fait, ces cercles se croisent, et à chaque fois, en fait, on a, quand ça se rencontre, ça va être sa mission de vie, ou sa passion, ou sa profession, ou sa vocation. Et donc, en fait, le centre, c'est l'ikigai. Pour celles et ceux qui connaissent, il y a un petit schéma que vous pouvez retrouver en ligne facilement. Mais du coup, c'est aussi de pouvoir se détacher aussi de cette quête de la perfection, du job idéal, ok, parce que moi, je la connais bien, cette quête du job idéal, hein, en bonne perfectionniste que je suis. Donc, vraiment, l'ikigai, c'est le centre, c'est vraiment, je fais que ce que je veux, que ce pourquoi je suis douée, et je change le monde, et je suis super bien rémunérée pour tout ce que je veux. Et en tout cas, cet outil, il aide aussi à prendre du recul et à se dire, en fait, je peux aussi faire des choses que je kiffe et ce pourquoi je suis douée sans être rémunérée pour celles-ci. Et je peux aussi en faire d'autres pour lesquelles je suis rémunérée. Et je peux aussi m'accomplir dans ma vie personnelle et pas que dans mon travail. Mais je peux aussi m'accomplir à travers mon travail. C'est possible. Et donc d'apporter un peu des nuances là-dessus, parce que l'accomplissement, il n'a pas à se faire que dans la vie personnelle, et l'accomplissement, il n'a pas à se faire que dans la vie professionnelle. C'est vraiment un choix personnel de se dire où est-ce que j'ai envie de trouver du sens, comment, quelle activité j'ai envie qu'elle soit rémunératrice, lesquelles je suis OK de le faire performance ou autre. Et je trouve ça intéressant de pouvoir nuancer ça. Donc très concrètement, pour répondre à la question de
notre amie Caroline. Caroline, merci. Ce qu'on partage avec Eric, il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même, effectivement, de réfléchir par vous-même à ces 3 dimensions. C'est pourquoi je suis douée, qu'est-ce que j'aime faire, c'est pourquoi je suis reconnue par les autres, avec une démarche d'introspection. Et puis, éventuellement, d'aller demander aux gens autour de vous de faire ce qu'on appelle une évaluation 360, de pouvoir demander à vos anciens collègues, à vos collègues actuels, à vos amis, à votre famille, à plein de personnes de plein de cercles, de plein de domaines de vie différents, et sur quoi est-ce qu'ils viendraient vous demander conseil, sur quoi est-ce qu'ils estiment qu'il y a eu un événement sur lequel vous êtes vraiment démarqué, quelles sont vos qualités selon eux, et d'aller vraiment vous enrichir de leur point de vue. Et au regard d'un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari, on voit qu'en fait, il y a des choses qu'on connaît sur soi, mais que les autres connaissent pas. Mais il y a aussi des choses que les autres perçoivent de nous qu'on ne perçoit pas. Et c'est pour un peu pallier ce gap, ce fossé de connaissance de soi, que ça peut être aussi intéressant d'aller regarder le regard des autres sans se laisser déterminer et complètement s'appuyer dessus, mais de trouver cet équilibre entre je reconnais par moi-même mes forces et en même temps, je peux demander leur avis à ceux qui me connaissent de l'extérieur. Donc, vous pouvez passer par votre propre introspection avec ces questions-là qu'on vous a partagées, et puis également passer par le regard des autres en demandant des feedbacks constructifs. N'hésitez pas à demander, à poser votre cadre aussi, à demander des feedbacks constructifs pour pouvoir vous renseigner sur vos talents et les actualiser tout au long de la vie. Ça, c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment insister parce que moi, je croyais qu'à la fin de mes études, ça y est, je saurais pourquoi je suis faite, quel métier j'ai envie de faire. Et voilà, je suis rentrée chez Ticket et je me suis dit, ouais, je vais faire toute ma vie chez Ticket. Mais rien du tout, j'avais rien compris. J'étais dans un ancien modèle où on faisait sa vie dans la même boîte toute la vie. Mais pour moi, trouver sa voie, c'est l'affaire d'une vie. Alors oui, on en apprend toujours un peu plus sur soi. Et je pense que c'est aussi important d'actualiser sa connaissance de soi au quotidien parce qu'on change et parce que le monde change. Merci beaucoup, Rebecca. Eric, tu voulais ajouter Il y avait 2 choses sur lesquelles j'avais vraiment très envie de réagir, Rebecca, parce que bon, je suis entièrement, je suis 100%, voire 200% aligné avec tout ce que tu as dit. Il y a 2 points que je trouvais très, très importants. C'était effectivement, quand tu dis l'importance de demander l'avis aux autres. Parce qu'en fait, il y a une sorte de biais là-dessus. C'est qu'en fait, là, parfois, on est très, très bon. On est hyper talentueux. On ne se rend pas du tout compte. Parce qu'en fait, ça semble normal pour nous, en fait. Et d'autant plus quand on a un peu tendance un peu perfectionniste, ce que je partage également. Du coup, au contraire, ça nous semble tout à fait normal en fait. Et on voit pas en fait que là, en fait, on fait quelque chose qui est en fait très compliqué peut-être pour d'autres. Et ça nous semble hyper naturel. En fait, on l'a toujours fait. Et on voit pas en fait que pour d'autres, en fait, ça va être hyper compliqué. Donc ça, je trouve que le regard des autres est vraiment indispensable. Même si effectivement, et je suis d'accord, il faut quand même aussi prendre du recul, de pas forcément se fier qu'à ça. Et l'autre point que tu as dit, aussi que je trouve hyper important, c'est de se dire, l'ikigai, c'est une réponse qu'on donne à un moment donné. Si ça se trouve, dans 5 ans, la réponse peut être différente, ou dans 10 ans, ou 15 ans, voilà. Moi, j'en suis à ma 2e reconversion, donc j'attends impatiemment la 3e, je sais pas encore. J'adore. J'adore. C'est marrant parce que tout ça, moi, ça me fait penser à des choses que les personnes peuvent faire lors du parcours chance, et notamment sur aller chercher l'avis des autres, savoir ce que les autres pensent de nous, avoir un retour constructif. On a vraiment, c'est toujours un moment fort du parcours parce que justement, comme vous disiez tous les deux, il y a cette fenêtre où en fait on n'a pas forcément conscience de ce que tous les autres nous reconnaissent comme talent, comme force, comme qualité. Et à chaque fois, c'est toujours un moment fort pour la personne qui est accompagnée. Et aussi sur l'ikigai, ça me fait penser, nous, on parle d'étoile du Nord. Donc vraiment de donner une vision à sa vie, la grande direction de sa vie qui sera stable. Et ensuite, on parle de moteur qui vraiment sera justement ce qui va nous mettre en énergie, en flow, et ce qui nous anime et qui définit finalement un peu la personne dans sa globalité, parce que cette quête de sens, cette quête d'impact, c'est la personne dans sa globalité, et finalement, il n'y a pas trop de distinction pro et perso. Et tout ça, ça me fait penser, on en parlait quand on préparait le live, justement, à ces échelles d'impact. L'intensité qu'on voulait mettre dans notre impact et finalement comment on pouvait construire ces petites contributions et les différentes densités qu'on souhaite mettre et les échelles. Est-ce que vous voulez rebondir sur ça?
Je veux bien effectivement, c'est vachement intéressant cette notion d'échelle parce que c'est très, très compliqué et souvent quand on est animé par le sens, enfin on a une il y a une des 5 valeurs de Ticket, c'est l'audace et c'est de vouloir changer le monde. Donc alors déjà ça pose l'ambition, voilà. Et en Assez même haut. temps, donc on se met tout de suite dans une échelle très, très large. Et en même temps, la question de l'échelle, elle est compliquée parce qu'en fait, la question du sens, déjà quand on parle du sens avant la question de l'impact, je dirais que la notion du sens, déjà, elle doit se poser, bah, on l'a vu, aux questions au niveau individuel. Elle peut se poser aussi aux questions familiales ou cercles rapprochés. Elle peut se poser aussi aux questions bah, plus globalement de l'humanité, voire même à un niveau spirituel. Donc en fait, quand la question du sens, on est un peu obligé, je pense, de se la poser en tout cas sur l'ensemble de ces questions. Et du coup, j'aurais tendance à dire que sur l'impact, c'est la même chose en fait. Moi, enfin, finalement, j'ai pas forcément découvert. Enfin, l'impact, c'est quelque chose que quand j'ai commencé ma carrière, en tout cas, la notion d'impact, on n'en parlait pas. Donc moi, je pensais plus au sens et je pensais plus aussi à une forme d'utilité. Aussi quand j'ai commencé à être manager et quand j'étais aussi père pour la première fois, j'ai vraiment mesuré à quel point en fait la façon dont je faisais les choses, ma façon d'être allait impacter d'autres. Notamment avec des enfants, c'est très très manifeste dans le sens où c'est là où la première notion on va dire la première dimension de l'impact, enfin, ma responsabilité dans l'impact, je l'ai ressenti en tant que père, puis après en tant que manager. Et donc, moi, j'aurais tendance à penser effectivement qu'il faut se poser cette question-là, cette question de l'impact à ces différentes échelles et qu'il n'y a pas de bonne échelle en soi. Ça peut être super de sauver le monde et en même temps, si on laisse nos enfants de côté pour pouvoir sauver le monde, est-ce que c'est un bon impact aussi? Voilà, donc, je sais pas, il n'y a pas forcément de réponse en tout cas. Je dis qu'il n'y a pas de voie. Moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'on peut agir à différentes échelles à la fois. Peut-être pas, par contre, peut-être pas à toutes les échelles en même temps. Ça peut être compliqué, j'ai l'impression. Super. Ouais, c'est super intéressant, je trouve, ce que tu dis. Alors, moi qui étais très investie dans une fédération associative qui s'appelle le Noise, changer le monde à son échelle, change it yourself, c'était un peu notre slogan. Donc voilà, moi je pense que j'essaye de changer le monde à mon échelle et j'encourage chacun à changer le monde à son échelle et à définir sa propre échelle en fait. Et surtout, encore une fois, cette échelle peut changer tout au long de la vie. Et notamment, bah là j'y pense à titre d'anecdote, je pense qu'il y a 5 ans, j'avais beaucoup plus d'impact qu'aujourd'hui. Mais il y a 5 ans, ou même il y a 3 ans, j'étais aussi en épuisement professionnel en fait. Donc je suis hyper fière de l'impact que j'ai pu avoir et il y a des fois une partie de moi qui est un peu nostalgique d'avoir vraiment des centaines, des milliers de personnes à impacter, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas mon timing et donc j'essaye aussi d'écouter ça, même si ça crée parfois de la frustration pour moi. J'avoue. Je fais partie des gens qui ont envie d'impacter le monde entier. Voilà. Et je fais partie des gens qui, aujourd'hui, n'impactent pas le monde entier. Et j'arrive à le vivre de plus en plus sereinement. Yes! Et Bravo. par contre, j'essaye de... Merci. Et j'essaye, en fait, juste de me laisser le temps. Je prends un exemple concret. Quand j'ai découvert l'entrepreneuriat social en 2012, peut-être, bah, mon rêve, c'était de devenir fellow Ashoka, c'est-à-dire d'être reconnue comme une entrepreneuse sociale qui a réussi à changer le monde de façon systémique, enfin à changer en tout cas localement de façon systémique. Et je suis trop contente que ce soit le cas, notamment de Ticket for Change, qui est reconnu en tant que tel, et d'avoir pu contribuer à plusieurs initiatives, notamment j'étais investie chez Coexister pendant 4 ans aussi, qui a été reconnu Fellow Ashoka. Donc, je trouve ma place dans ces initiatives qui changent le monde et je ne suis pas Fellow Ashoka. Et en fait, je le serai peut-être jamais et peut-être que j'en ai plus envie. Mais en tout cas, il y a cette idée de j'apprends à écouter ce qui est juste pour moi à l'instant T. Et j'apprends à écouter mes ambitions, mes aspirations aussi, mais je me laisse le temps. Je me laisse le temps et je me laisse la liberté de changer d'aspiration et de faire le deuil d'anciennes envies et aussi de garder certaines envies qui sont pas encore accomplies mais qui sont en chemin. Donc moi j'ai envie d'encourager chacun et chacune à changer le monde à son échelle, à préciser de plus en plus quelle est son échelle, donc quelle est la cause ou les causes qui les touchent le plus,
Pour vous aider, il y a les objectifs de développement durable de l'ONU qui aident pas mal. Moi, je me suis beaucoup identifiée sur la question de l'accès à l'éducation, sur la question de la paix, du bien-être, sur la question... Voilà, il y a plusieurs enjeux comme ça sur lesquels je me sens beaucoup plus sensible et donc ça m'aide à guider aussi mes actions. Donc, essayer d'identifier peut-être des causes qui vous parlent plus que d'autres pour pouvoir à la fois renforcer votre énergie parce que vous allez de mieux en mieux comprendre vos talents et qu'on l'a dit ensemble, les talents, c'est quelque chose qui est facile pour vous et donc du coup, vous allez avoir plus d'énergie et en même temps, votre énergie sera encore mieux dirigée puisqu'elle sera dirigée vers une cause, des causes qui vous importent plus. Et donc, vous allez aussi développer un sentiment d'accomplissement parce que cette cause vous parle. Donc voilà, j'aimerais encourager chacun et chacune à contribuer à son échelle et à être vigilant et vigilante sur c'est quoi mon échelle, c'est quoi ma cause, c'est quoi mon engagement et c'est quoi mon rythme. Merci beaucoup, Rebecca. Et je me rappelle que quand on parlait de cette question, tu m'avais évoqué la stratégie des petits pas, justement sur les échelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci Juliette. C'est vrai que là encore, je reçois pas mal de messages de personnes qui sont dans un entre-deux, qui se disent waouh, ces confinements m'ont mis vraiment face à des grosses questions existentielles que je peux plus mettre sous le tapis. Et du coup, je me sens vraiment trop mal là où je suis. Mais en même temps, je sais pas où je vais, je sais pas comment y aller. Et je culpabilise de ouf parce que je me mets pas en mouvement. Et en même temps, j'ai telle envie, et j'ai envie de faire telle formation qui dure 6 mois et tel truc. Et en fait, c'est hyper ambitieux, c'est hyper courageux et vraiment, je veux encourager ça à fond. Et en même temps, je voudrais inviter les personnes qui sont dans cette situation ou dans des situations similaires à être vraiment indulgentes avec elles-mêmes et douces parce que les changements importants prennent du temps. Les changements importants prennent du temps. Et donc, c'est important de pouvoir y aller progressivement. Et j'aime beaucoup cette idée que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, prenez le temps de faire ce premier pas. Ça va vous conduire au deuxième, au troisième. Et c'est ça qui va vous permettre de grimper toute la montagne et célébrer chacun de ces petits pas. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Ouais, c'est ça. L'ennemi est parfois l'ennemi du bien. Merci. Et voilà, donc je veux vraiment, vraiment encourager les petits pas. Moi, je le fais pour moi, je l'encourage pour les autres. Et quand je dis petits pas, c'est vraiment si là, quand on vous parle, vous pensez à un projet en particulier, demandez-vous là, tout de suite, maintenant, quel est le plus petit truc que vous pourriez faire aujourd'hui pour avancer dans cette direction. On parle de sens, on parle de direction. Donc là, tout de suite maintenant, sur quoi vous pouvez vous engager facilement et avec plaisir pour avancer. Et ça, c'est la stratégie des petits pas. Et si vous arrivez à faire un petit pas chaque jour, croyez-moi que vous allez avancer très loin. Donc, je veux vraiment encourager cette stratégie des petits pas parce que c'est avec la stratégie des petits pas qu'on arrive au plus grand changement et surtout au changement durable. Merci Rebecca. Ce qui ressortait aussi là dans vos deux interventions, c'était cette question du temps, se donner le temps de réussir, de faire les choses, de faire ce travail d'alignement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que c'est vrai que quand on en discutait, on se disait parfois il y a des personnes qui sont très pressées dans cette quête de sens, cette quête d'impact. Et donc, prendre le temps, c'est hyper important dans tout ce cheminement. C'est vrai, j'ai beaucoup ressenti ça en discutant avec des personnes qui m'ont contacté là récemment pour notamment parce que bon, j'ai fait donc une reconversion là il y a un peu plus d'1 an et demi et ça a été ma deuxième, donc j'ai eu la chance de pouvoir témoigner à différents moments effectivement là-dessus. Et c'est vrai que souvent quand on est dans une situation où on est il n'y a plus de sens de notre travail, on a un peu voire le sentiment d'être dans un bullshit job ou autre. On est face à un problème qu'on veut résoudre rapidement, quoi. Forcément, on a envie de basculer d'une situation à une autre, quoi. Et donc il y a souvent énormément d'impatience et cette impatience, c'est vrai, elle rajoute en fait énormément au problème. Elle complexifie le problème, parce qu'effectivement, de changer de poste, de se lancer dans une nouvelle formation, voire de créer un projet, enfin de se lancer dans un projet entrepreneurial, tout ça va demander du temps, quoi. Mais forcément, on est peut-être dans une situation un peu de douloureuse, une situation de souffrance, on a envie juste d'arrêter cette souffrance-là et on a envie que ça s'arrête le plus rapidement possible.
Mais pour effectivement rebondir ce que tu as dit, Rebecca, sur les petits pas, c'est intéressant de voir que ce sens et aussi cet impact, en fait, c'est pas un état de fait en soi. Je veux dire, on bascule pas un état de non-sens, un état de sens, ou un état de non-impact, un état d'impact. C'est plus un chemin à parcourir, quoi. En fait, c'est plus une dynamique, en fait. On se met dans une dynamique de construction de sens, de développement d'impact. Et du coup, il faut accepter que ça prenne du temps. Et notamment par le fait que se lancer là-dedans, ça demande aussi de prendre du temps pour soi-même, aussi de prendre le temps de bien se connaître. Moi, enfin, dans mon précédent poste, par exemple, il y a un moment donné où je sentais que j'en avais vraiment marre, j'avais envie de changer. Mais je me suis dit, en fait, là, je risque de prendre de mauvaises décisions dans la posture dans laquelle je me mets, parce qu'en fait, j'ai plus envie de quitter quelque chose que de rejoindre. Donc, j'ai plus envie de quitter une rive que de rejoindre l'autre rive. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le temps pour apaiser ça, faire un peu baisser les émotions et tout, afin de me dire, en fait, je veux que ça soit plus l'envie de me sentir appelé par quelque chose d'autre. Donc, appelé par mon projet futur, plutôt que le désir de fuir ou de quitter quelque chose. Voilà. Et ça, sans se sentir appelé vers quelque chose d'autre, ou sentir un peu cette direction qui nous redonne de l'énergie, ça prend du temps. Il faut rencontrer du monde, tester, lire, voilà, faire un peu d'action bénévole aussi pour pouvoir. Ça peut pas se faire effectivement en une semaine ou 2 semaines, quoi. Ça veut dire que c'est forcément un process qui va prendre du temps. Et en même temps, pour qu'il soit bien accompli, pour qu'il soit bien fait, c'est ce temps qui va vraiment permettre de pouvoir le vivre, en tout cas pleinement, avec un petit peu toutes nos dimensions, quoi, et de mûrir. Notamment la peur, parce que souvent on peut être aussi un autre biais, hein, c'est le côté de la peur de vivre. Moi aussi, j'ai quitté mon précédent travail. J'étais directeur éditorial dans une maison d'édition. J'ai donc quitté ce job pour pouvoir me consacrer à mon projet de reconversion, parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Et dans l'objectif de me dire, je ne vais pas non plus réagir par rapport à la peur de vide, juste parce que là, je n'ai plus rien, il faut absolument que je trouve quelque chose, quoi. Je me suis dit, il faut que je me donne du temps, il faut que je me dise, me donner un horizon, quoi. Moi, je vous conseille aussi de vous donner un horizon, de dire, si je me lance dans cette démarche, je me donne au moins tant de temps, un minimum de temps. Et là, je ne parle pas de semaines, je parle plutôt d'un certain nombre de mois, en fait. Merci Eric. On a une question de la part de Caroline qui finalement, donc toi, tu as déjà réalisé 2 réorientations. Et avec quels outils on peut tenter de se rassurer sur le fait que le projet vers lequel on tend peut nous convenir véritablement? Ok. Dans les 2 cas, dans les 2 cas, moi, dans mes 2 reconversions, c'est vraiment en fait, je pense que c'est une sorte de boussole énergétique qui m'a aidé à le plus comprendre que j'allais dans la bonne direction. C'est qu'à un moment donné où je ressentais plus suffisamment d'énergie, j'avais l'impression de plus suffisamment découvrir, où j'avais plus envie, où je sentais que mon énergie était en baisse, où j'ai commencé à me documenter, à rencontrer du monde, à imaginer veut dire un futur possible, ou un futur souhaitable pour moi, pour reprendre un mot qui existe. Et en fait, j'ai ressenti de façon très corporelle, j'ai senti l'énergie revenir, l'enthousiasme, la curiosité, le plaisir, tout ça. Ça a été très net. Là, je me suis dit, ça, c'est très concret, en fait. Là, c'est très concret, c'est un impact direct sur moi, donc ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Et j'ai navigué, en fait, avec un peu avec cette boussole énergétique, en fait. C'est ça qui m'a le plus aidé, plus que de me dire, voilà, j'avais ce projet de vouloir aller d'abord j'étais ingénieur, après donc éditeur, et après là je voulais effectivement rejoindre plus concrètement la transition écologique et sociale, mais ça restait très très flou. Et je me suis orienté effectivement avec cette boussole énergétique. Donc c'est le conseil en tout cas que je proposerais. Et toi, Rebecca? Ouais. J'adore cette idée de boussole énergétique. Ce qui me fait penser à 2 choses.
La première, c'est, tu as à juste titre utilisé le terme de comment se rassurer sur finalement, voilà, sur son projet. Et donc moi, quand j'entends rassurer, j'entends la confiance en soi, la confiance en l'avenir. Et donc pour moi, il y a aussi un enjeu de renforcer sa confiance en soi et en l'avenir, de se dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, j'arriverai à être heureuse. Quoi qu'il arrive, j'arriverai à trouver un projet, à me réinventer, à changer de projet, et à m'adapter en fait. Donc pour moi, cette question, elle touche beaucoup à la confiance en soi. Et donc c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Et c'est d'ailleurs une de mes spécialités aujourd'hui, sur laquelle je donne une formation le 19 décembre pour celles qui le souhaitent. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu qui m'a beaucoup parlé dans ma vie et qui m'a beaucoup freiné dans ma vie, donc je voudrais vraiment insister là-dessus. Et la deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser ce que tu disais, Eric, et qui est liée à la confiance en soi. La confiance, c'est aussi cette capacité à passer à l'action. Et donc du coup, comment savoir si ce projet il est fait pour toi, pour savoir si dans la durée ça va te plaire, si tu vas te sentir aligné. C'est de passer à l'action, c'est de tester, c'est de faire ces petits pas dont on parlait et de voir si, ok, quand je teste, quand je prototype cette action, donc il y a ce fameux test and learn dont on parle beaucoup dans l'univers startup, quand je fais ce premier petit pas vers mon projet, est-ce que j'ai cette boussole intérieure qui me dit je suis dans la bonne direction, je suis en joie, ou je suis pas forcément en joie, mais je sens que je vais dans la bonne direction et que ce sera bientôt plus facile et plus joyeux, parce que parfois les efforts sont pas toujours agréables et on peut avoir des motivations secondaires qui sont pas toujours des motivations primaires. Donc de pas tout de suite baisser les bras quand on se rend compte que c'est difficile, ça veut pas forcément dire que c'est pas la bonne direction. Et du coup voilà, d'être dans l'action, en fait, c'est quelque chose que je vais recommander. On a beaucoup encouragé l'introspection, savoir quels étaient ses talents, ses valeurs, ses motivations, etc. Et ensuite, je vais vraiment recommander de passer à l'action, de tester sur le terrain pour voir est-ce que ça me parle, si j'ai envie de devenir, je sais pas, chef traiteur, si j'invite 10 personnes chez moi et que je leur fais un repas avec 3 plats, est-ce que ça me plaît ou pas? Et de vraiment être dans quelque chose de progressif. Moi, 20 personnes chez moi, c'est déjà énorme, mais d'être vraiment dans chacun définir ses petits pas pour être à la fois entre introspection et puis mise en action. Et puis il y avait la troisième brique de la pédagogie qui est aussi beaucoup utilisée par Ticket et Chance, qui est aussi l'inspiration, qui est aussi hyper importante. Et je suis heureuse qu'on puisse s'inspirer ici ensemble notamment. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, ce live est passé très, très vite. Il ne nous reste plus que quelques petites minutes. On a une question d'Estelle qui est intéressante, qui est de comment se libérer de la pression de ne pas avoir de rentrée d'argent ou peu pendant ce temps de quête de nouveaux projets, finalement. Qui veut... Je veux bien, parce qu'effectivement, c'est le premier obstacle que j'ai ressenti en fait dans ma récente reconversion. C'est effectivement dire une fois qu'on a un crédit immobilier, 2 enfants à charge, qu'on est arrivé à un certain niveau de salaire, en se disant de toute façon, si je me reconvertis, déjà ça peut prendre du temps, et qu'en plus je vais, si je redémarre, on va dire, dans un nouveau secteur, je vais redescendre, je vais forcément, je peux pas prétendre au même salaire auquel j'étais, quoi. En tout cas, ou de dire que, en tout cas, pendant plusieurs années, il y aura une baisse de salaire. Bon, effectivement, après, je pense qu'il y a plein de réponses, parce qu'effectivement, toutes les situations sont quand même, les situations, de chacune des personnes peuvent être quand même très différentes. Moi, ce que j'ai fait très concrètement, je me suis dit, jusqu'où, combien de temps je peux tenir sans rentrée d'argent, et jusqu'où je peux aller dans une baisse de salaire. Voilà. Tout en me disant, moi, je peux me mettre dans une posture de plus de frugalité. Je n'ai pas forcément envie que ça concerne trop ma famille directe. Donc moi je me dis, si moi je réduis mes besoins, si on applique un peu de frugalité quand même au niveau familial, mais voilà, jusqu'où je peux descendre. J'avais besoin en fait de faire ça pour me dire en fait de quoi qu'est-ce que je pouvais accepter le lendemain. Et en fait, de faire ça aussi, ça m'a été super utile. Et du coup, effectivement, donc j'ai quitté après mon précédent travail, donc j'ai eu plusieurs mois où effectivement, sans rentrée d'argent. Et en même temps, ces mois-là ont été un peu une source aussi de libération, en fait, de me rendre compte que mentalement, je m'étais mis quand même plus de verrous qu'il n'y en avait réellement. Je dis pas qu'il n'y avait pas de verrou, mais moi, forcément, j'estimais que ça allait
j'en mettais plus en fait qu'il n'y en avait. C'est-à-dire que j'étais quand même capable de redescendre, de faire, d'être un peu plus frugal, hein, peut-être dans ma consommation, dans nos vacances d'été et tout ça, et qu'en même temps ça en valait la peine en fait, parce que l'idée c'était aussi globalement de vivre mieux quoi en fait. Mmh. Ouais, si je peux rebondir sur 2 aspects que je trouve importants, c'est effectivement de savoir de combien on a besoin au minimum, donc de pouvoir identifier ça, de vraiment mettre sa tête dans ces chiffres parce que je sais que ça peut faire peur et c'est souvent, ça fait plus souvent peur de regarder, d'ouvrir les comptes et de regarder que de le faire vraiment et c'est souvent un grand soulagement que de le faire. Donc vraiment d'ouvrir les comptes et de regarder, voilà, combien je dépense, par mois, combien je pourrais dépenser au minimum, quel est le montant souhaitable et quel est le montant idéal. Et déjà d'avoir cette fourchette, ça va fixer des infos très, très clairement. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir, c'est sur la question d'imaginer son propre modèle. Moi, je sais que c'était une crainte que j'avais parce que j'ai besoin d'être indépendante financièrement et de générer mes propres revenus. Et du coup, j'avais pas confiance en moi pour générer mes propres revenus au début en tant qu'entrepreneuse notamment. Et en fait, par exemple, j'ai choisi d'avoir un modèle double, d'être slasheuse entrepreneuse. Donc, en parallèle de mon travail, j'avais mes side projects par lesquels je commençais à devenir coach, à devenir formatrice et à générer mes propres revenus. Et donc, j'avais les deux en même temps pour me sécuriser, en fait. Et je mettais des économies de côté pour pouvoir m'assurer après des revenus pour commencer sereinement. Moi, je savais que j'avais besoin de ce filet de sécurité, donc j'ai fait en sorte de l'avoir avant de me lancer. Ce qui est important, c'est de savoir de quoi vous avez besoin à titre financier, de quoi vous avez besoin à titre psychologique, et de pouvoir mettre ça en place, soit avec Pôle emploi, soit avec des revenus freelance si on veut être entrepreneur en parallèle, soit d'être slasher. Il y a plein de modèles possibles, donc dites-vous que c'est possible et vous trouverez ensuite comment. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Rebecca, merci Eric pour ces échanges très riches, ces interventions qui donnent de l'énergie. Merci à toutes et tous d'avoir participé, de nous avoir fait partager aussi vos questions, vos remarques. On vous dit à très vite pour un prochain live. Et puis, voilà, on vous souhaite une excellente journée et un très bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir tout le monde, ouais, à très bientôt. Au revoir.